Montréal, c'est 1,7 million d'habitants, pour un total de 19 arrondissements. Par exemple, Westmount, Mont-Royal, il y a plein de bails, je vais pas tous les dire, parce que sinon, ça sert à rien, très clairement. La vidéo va durer des heures. Aujourd'hui, c'est cette vidéo qui te guidera pour en savoir davantage sur Montréal. Je te laisse, évidemment, tu connais la musique, t'abonner et tout ça, c'est vraiment un soutien. Je te propose un petit retour dans le temps sur l'histoire de Montréal pour la première partie. Dans la deuxième partie, j'aimerais parler de l'université et j'ai aussi quelques anecdotes concernant le monde du travail. Je te parlerai aussi du CAQ que je vais obtenir l'année prochaine, tout en te parlant de la résidence permanente, des papiers que je suis en train actuellement de faire. Et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir en faire un petit retour là-dessus. Ouvre ton petit cahier d'histoire en retournant 1535. À cette période, le navigateur Jacques Cartier a visité Hochelaga, l'un des villages iroquois. C'est l'un des deux groupes d'Amérindiens les plus importants, les Iroquois et les Algonquiens. À cette période, il y avait une cinquantaine de maisons, soit environ 1500 habitants, au pied du Mont-Royal, celui que tu connais actuellement. 1642. Date importante, c'est la fondation de Montréal par Paul Chaumédy de Maisonneuve, le blaze, il est vénère, et Jeanne Mance, qui sont les dirigeants. L'activité principale de l'époque, c'est la traite des fourrures. Ils font du business, quoi. À cette période, les conflits entre plusieurs peuples autochtones étaient très présents pour savoir qui allait avoir le contrôle de l'approvisionnement des fourrures. 1665, le Big Boss Louis XIV, je vais l'appeler comme ça parce que j'ai envie, a envoyé 1200 soldats français pour casser la gueule aux Iroquois. Conclusion d'un traité majeur, réconciliation, je dirais même permanente entre les Français et les différents peuples iroquois. Appelée la guerre de 7 ans, c'est la première guerre, ça c'est assez fou, c'est la première guerre d'envergure mondiale. C'est donc en Amérique du Nord que la Grande-Bretagne et la France se sont cassés la gueule, donc ils se sont combattus à l'aide des alliés autochtones. La raison principale de cette guerre, c'est la concurrence entre la France et la Grande-Bretagne pour les commerces et les colonies. Bilan de tout ça, la France concède le Québec et l'île Royale à l'Angleterre. C'est pour cela que le Canada est une monarchie britannique qui possède 3 peuples fondateurs, français, britanniques et autochtones. Autochtones. 1844, messieurs, dames, c'est l'industrialisation. Petit bond dans le temps, nous sommes au milieu du 19e siècle. L'industrialisation a totalement changé le paysage. Montréal a pendant plusieurs années dépendu des échanges du commerce, pendant plusieurs générations, et c'est fini maintenant parce que c'est devenu un putain de centre industriel, on va dire ça comme ça. En 1844, il y a environ 44 500 habitants à Montréal. Et en 1911, c'est précisément 528 397 000 habitants, en tenant compte des banlieues. Ça a légèrement augmenté en quelques années, c'est assez impressionnant. Cette expansion aussi subite, elle a été en partie grâce au Canadian Pacific. C'est le seul, l'unique, magnifique train qui a été créé pour relier l'Est du Canada à la Colombie-Britannique. Il y a un lien dans la description qui retrace l'histoire en fait du Canadian Pacific, c'est assez impressionnant. La fabrication de ces rails en fait, ça a duré extrêmement longtemps, je te laisse aller voir. Début du XXe siècle, la métropole du Canada. Le port de Montréal à cette époque s'agrandit davantage et Montréal est considéré comme la métropole la plus grande du Canada au niveau industriel. C'est la rue Saint-Jacques qui constituait le centre des finances. Il y a tout, c'est un bordel. Bon, après il y a Toronto qui est venu prendre la place de façon très imposante parce que la raison est très simple, c'est que les Américains ont investi dans les industries de l'Ontario. Montréal s'est retrouvé en échec face à ça et Toronto prend la première place. Après la Première Guerre mondiale, Montréal a encore continué de grandir. En 1931, il y a plus de 1 million d'habitants à Montréal, y compris les banlieues. Mais la Grande Dépression a mis fin à cette expansion fulgurante. J'utilise des termes, mon ref. C'est la crise économique des années 1930. Des millions de Canadiens se retrouvent sans emploi, sans abri et évidemment dans le besoin. Cette décennie, elle a été surnommée les sales années 30, en partie à cause d'une sécheresse dévastatrice dans les prairies. En 1934, il y a donc 62 000 chômeurs
à Montréal et 24 000 personnes qui reçoivent l'aide de l'État. Ce qui est assez triste à dire, c'est que d'une certaine manière, la Seconde Guerre mondiale a diminué le taux de chômage et dans les années 50-60, le centre-ville se développe davantage. Petite anecdote, en 1966, c'est la date de création du métro à Montréal. En 2002, la population montréalaise est passée à 1,8 million d'habitants et représente 53% de la région métropolitaine au total. Pendant une grande partie du 19e siècle, la population montréalaise était en grande partie française ou britannique. Début du 20e siècle, les premiers juifs d'Europe de l'Est sont arrivés à Montréal, ce qui a enclenché une diversification ethnique. À bien noter que c'est 10% de l'histoire de Montréal. J'avais juste envie de faire un petit retour pour moi-même personnellement, déjà pour me remettre un petit peu plus à jour sur l'histoire. Je sais que ça aurait pu être vraiment bien plus précis, mais j'avais pas envie. Montréal, vous avez vu que maintenant, c'est quand même une grande ville, 1,8 million d'habitants. On va pas se le cacher que c'est quelque chose. Il faut savoir que cette ville regroupe de nombreuses universités, et ça j'ai envie d'en parler d'ailleurs. Si tu es sportif et que tu habites dans un autre pays, il faut savoir que en fait la mentalité ici c'est un petit peu comme les États-Unis, c'est-à-dire que le sport te permet d'obtenir le diplôme, dans un sens le diplôme de tes rêves, parce que tu vas jouer au niveau universitaire qui est un niveau assez, en fait c'est le plus haut niveau que tu vas pouvoir avoir quand tu regardes le football ou le rugby. Enfin, c'est une manière d'enseigner que je trouve ça vraiment formidable d'une certaine manière, parce que le sport t'amène à avoir un diplôme, c'est-à-dire que t'es motivé donc à avoir des matchs, à avoir des entraînements, et cette discipline que t'as à l'entraînement, tu vas essayer donc de la retranscrire dans tes cours, et ça marche vraiment pour beaucoup de gens qui peuvent avoir des difficultés de concentration, plein de difficultés. Tu vas te dire que finalement le sport t'y arrive, le sport tu te donnes à 200%, tu vois. Ici au Canada, il y a une concurrence entre chaque sport. Imaginons, tu veux jouer au football, il va y avoir beaucoup de personnes avant toi pour que tu puisses être titulaire. Pareil pour le rugby, pareil pour le basket. Le basket aussi qui est très présent, tu vois ce que je veux te dire? Il faut se dépasser pour pouvoir être titulaire. Pour réussir tes études, il faut se dépasser, sinon t'as pas les bonnes notes et t'échoues. C'est un petit peu ça la mentalité. C'est très variable, sachant que si t'es canadien ou canadien, québécois, bref, si t'as la nationalité, que tu es citoyen, évidemment, tu le sais que tu payes moins cher que nous d'une certaine manière. Comment faire pour que ce ne soit pas plus cher? Tu peux faire le cégep ou faire un PVT pour obtenir ta résidence, et après, quand tu as obtenu ta résidence, là tu vas pouvoir payer le même prix que les Québécois. Faut donc être un peu patient, on va dire, ou alors tu payes direct. C'est un investissement sur le long terme aussi, il faut se dire que dépenser de l'argent de cette manière-là, c'est pas stupide si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire. Si c'est un diplôme universitaire, très clairement tu pourras t'en servir probablement en Europe. Après à toi de te renseigner, alors qu'à la différence, le cégep, c'est vrai que c'est plus compliqué de pouvoir le faire reconnaître. On peut toujours s'en sortir. Moi, dans mon domaine, c'est sûr que ça va être l'expérience qui prime. C'est-à-dire un patron, si je lui dis que j'ai telle expérience, moi, le patron, il va voir ce qui est marqué sur mon CV, mais il va surtout vouloir voir ce qui se passe en atelier. Est-ce que je suis capable de travailler tout seul? Est-ce que je rends un produit de qualité ou est-ce que je fais de la merde? Je travaille depuis quelques mois donc pour répondre aux critères de l'éligibilité du CAQ dans la province du Québec. Il faut savoir que chaque province a ses réglementations. La réglementation au Québec a changé depuis pas si longtemps que ça. Après avoir obtenu un diplôme, que ce soit universitaire ou que ce soit collégial, selon moi, il faut que tu travailles 1 an dans le domaine que tu as étudié. Après, évidemment, il y a des gens qui me disent non, c'est pas possible, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais actuellement. Je sais pas comment je peux contourner le truc. Si vous avez des idées pour avoir la résidence plus rapidement, envoyez-moi un message. À part le mariage, je ne sais pas. Mais c'est ça, très clairement, 55 semaines à 30 heures en entreprise. Et là, après, tu peux faire donc ton CAQ. Ce qui fait que, si je vous fais un petit dessin, j'ai commencé à travailler en août 2021. Ce qui veut dire qu'en août 2022, je vais pouvoir faire à peu près plus fin septembre, vu que je vais partir en vacances en France, je vais pouvoir faire mon CAQ qui, lui, va prendre 3 mois à être traité. Donc logiquement, je le reçois en 3 à 4 mois. Et grâce à ce CAQ, je peux faire la demande de résidence permanente. Je pense que le CAQ, ça coûte pas vraiment d'argent. Je veux pas m'avancer. Je pense que ça coûte quand même un petit peu. Et la résidence permanente, je sais qu'on est aux alentours de 1 300 $. Donc je pourrais la faire à peu près en décembre 2022, si tout se passe bien. Décembre, janvier, en fonction de mon retour. Après, il va falloir que je me renseigne. Quand tu fais ta demande de résidence permanente, je pense que le dossier, il va prendre donc 6 mois à être traité. Enfin, en fait, 6 mois avant d'être traité. Puis après, il est ouvert au bout de 6 mois et on te l'envoie 6 mois plus tard. Ce qui fait que, si tout va bien, je suis résident canadien en décembre 2023. C'est à peu près,
Je pense que c'est à peu près ça le calcul. Ouais. Décembre, janvier 2023 ou 2024. Et après, avec la résidence, je suis tranquille. Ça veut dire que je dois juste rester sur le territoire, quand même un nombre de temps imparti, mais je suis quand même beaucoup plus libre. Je peux travailler, je peux étudier, je suis assez libre. Il faut que je sois actif dans le pays, mais si j'ai envie de partir 6 mois en Espagne, je peux revenir au bout de 6 mois. Il n'y a pas d'obligation, tu vois. C'est possible d'acheter une maison si j'ai envie d'acheter une maison. Merci de taper au marteau, c'est cool, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'est vrai que j'ai parlé un petit peu du contexte historique de Montréal et j'avais envie de faire quelques anecdotes concernant l'université et le monde du travail. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu en commentaire, à t'abonner, je te remercie. On se retrouve même incessamment sous peu. Je prépare une très très grosse vidéo, ça va être... C'est beaucoup de travail. J'ai préparé tout ce que je peux te dire, c'est que ça va être de la bouffe. Voilà, j'ai hâte de te présenter ça. Ça va me faire un petit peu sortir de ma zone de confort, donc hésite surtout pas à t'abonner. Faut pas que tu rates ça parce que là, je pars sur des gros projets et j'ai hâte de vous présenter ça. Voilà, c'était Pierrot Chili Kebs. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Et achetez une thermos. Hein. D'ailleurs, si vous voulez me sponsoriser, je suis un pigeon, j'ai acheté celle de Starbucks. Je l'ai payé une blinde.